Las Vegas est la ville la plus chaude du pays cette semaine. Et il y a une immense fête dans le désert. Toute cette semaine, Vegas va être envahie par les hackers. Je pense que le monde de la cybersécurité est régi par les mêmes règles que le Far West, peuplé de bandits armés sans foi ni loi. Au cœur de l'été, des dizaines de milliers de hackers se réunissent à Las Vegas. What is the Cyber Grand Challenge? It is the world's first all-machine hacking tournament. Ils sont ici pour apprendre les nouvelles méthodes de piratage des réseaux informatiques afin de mieux les protéger. Le piratage est un crime presque partout dans le monde. Pourtant, certains affirment être des hackers bien intentionnés. Des hackers white hat, comme on les surnomme. Je dirais que ce sont des gens bien, capables de faire le mal. Par exemple, vous ne pensez pas d'un serrurier que c'est un voleur. Pourtant, il est capable d'ouvrir n'importe quelle serrure. C'est le même principe pour ces hackers qui se rendent à ces conférences pour apprendre à faire sauter les verrous numériques. Track 1 is on the left, track 2 is on the right, track 3 is down the hall. Je suis ici à Las Vegas pour la plus grande conférence de hackers au monde. Tout le monde m'a dit de couper le Bluetooth et le Wi-Fi de mon téléphone. Certains conseillent même de l'éteindre complètement. Ici, téléphone et ordinateur sont tous piratés. Je vais aller faire un tour. Dans un monde d'appareils connectés, presque tout peut être la cible des hackers. Drones, réfrigérateurs, voitures. On vient de découvrir qu'on pouvait s'introduire sur le réseau sans fil d'un véhicule. Ça a pris 1 an et demi au constructeur pour se rendre compte que la voiture était piratable. Malgré les mises en garde, certains ont quand même utilisé le Wi-Fi. Leurs identifiants et leurs mots de passe ont été captés et affichés en public. Ça s'appelle le mur des moutons. Ça veut dire que la plupart d'entre nous faisons aveuglément confiance à la technologie. Il est évident que la technologie s'invite de plus en plus dans notre quotidien. Je protège mon ordinateur, bien entendu, mais ma voiture aussi possède un ordinateur embarqué. Donc il faut envisager la cybersécurité sous toutes ses formes. Il y a le portable avec les données personnelles et les souvenirs qu'on veut garder, mais aussi les systèmes critiques comme les voitures et les avions. Et c'est un domaine en pleine expansion qui mérite qu'on s'y intéresse de près. De nombreux hackers ont envahi la ville pour la conférence DEF CON. Mais seule une poignée d'entre eux sont véritablement à la pointe. Il y a plus de 10 000 personnes présentes à Las Vegas pour la DEF CON. Mais la crème de la crème des hackers s'est regroupée dans une arrière-salle de la conférence. On y trouve une dizaine d'équipes, une centaine de joueurs tout au plus, qui se mesurent les unes aux autres. C'est une sorte de cyber-élite. La plupart des gens pensent que les pirates sont aussi nombreux que ça. Mais en réalité, c'est un tout petit groupe qui fait vraiment changer les choses au quotidien. Des équipes regroupant les meilleurs hackers au monde s'affrontent. Leur but est de capturer ce qu'on appelle le drapeau, en s'introduisant dans leur machine. On doit protéger nos machines, réparer les failles, tout en essayant de pénétrer dans leur machine. Ils essaient tous de percer les codes qui ont permis d'encrypter les données de chacun. Je crois que comme dans tous les domaines, il faut être à la page, regarder vers l'avenir. Sinon, on est à la traîne. Quand on parle d'informatique, faire l'autruche, c'est l'assurance d'être pris pour cible. Les gens vont forcément s'en prendre à vous. Les compétitions comme celle-ci attirent des talents très recherchés, y compris par les gouvernements. Le gouvernement américain a reconnu que, comme toutes les organisations en ligne, il avait été la cible d'attaques, que les mesures de sécurité n'étaient plus suffisantes et qu'il fallait prendre exemple sur le secteur privé. Il fallait découvrir quelles méthodes utilisaient les entreprises privées et ils ont créé des programmes de recrutement afin d'attirer rapidement les cerveaux les plus brillants dans ce domaine. It's great to be here this afternoon with a few of the dedicated people who defend our networks every day, as well as some of the technologists and hackers who've contributed to our defense mission by taking part in Hack the Pentagon,
Voici les vainqueurs de la compétition organisée par le ministère de la Défense. Ils avaient pour mission de pirater le quartier général de l'armée américaine au Pentagone. C'est la première fois que le gouvernement américain a autorisé des gens à le pirater en toute légalité et en les payant. Le secrétaire à la Défense a félicité ces hackers et leur a remis une récompense. Il avait besoin d'eux et il savait que l'État fédéral ne pouvait pas recruter par les circuits habituels. Il fallait s'adresser à eux différemment et les accueillir à bras ouverts au sein d'endroits comme le Pentagone. Je vais être tout à fait honnête. J'ai dirigé l'Agence pour la sécurité nationale, la NSA, l'équivalent de la DGSE. Les 15 dernières années ont véritablement vu l'avènement de la surveillance électronique. Michael Hayden a dirigé la CIA et la NSA aux États-Unis. Il a recruté les membres des unités d'élite informatique du gouvernement américain parmi la communauté des hackers. L'unité de la NSA qui est la plus sophistiquée s'appelle le TAO. Elle gère les opérations d'accès sur mesure. Ce sont nos hackers à nous, nos espions cybernétiques. Et l'unité s'est agrandie quand j'étais directeur de la NSA en 2002. On a embauché beaucoup de très jeunes gens parce qu'ils avaient beaucoup de talent. Et on les a mis sur nos opérations les plus sensibles. Dans sa jeunesse, Kevin Mitnick était l'un des plus célèbres hackers des États-Unis. Pendant des années, il a piraté des grandes entreprises comme Nokia ou Motorola, jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter par le FBI. Je suis allé trop loin. J'ai fini dans une prison fédérale. J'ai passé 5 ans, dont 1 an à l'isolement, parce que le procureur fédéral avait dit au juge qu'il fallait non seulement me mettre en prison, parce que j'étais un danger pour la sécurité du pays, mais qu'il fallait aussi m'empêcher d'approcher un téléphone. Le juge était surpris et il a demandé pourquoi. Le procureur a dit si M. Mitnick avait accès à un téléphone, il pourrait siffler pour lancer des missiles balistiques intercontinentaux. Aujourd'hui, Kevin Mitnick est conseiller en cybersécurité pour les grandes entreprises. Selon lui, nous ne savons pas à quel point nous sommes vulnérables. Pour illustrer son propos, il va faire la démonstration de la facilité avec laquelle on peut pirater mon compte en banque. Il vient d'installer un faux réseau Wi-Fi dans cette ruelle. Linton est assis là-bas et il croit qu'il se connecte à un réseau national. Mais en réalité, il se connecte à un faux point d'accès. Maintenant, on va pouvoir s'introduire dans son ordinateur. Dès que je me suis connecté, il a enregistré tout ce que j'ai tapé sur le clavier, y compris mes mots de passe de banque. Donc, je vais pouvoir lui dérober ses mots de passe et lui proposer de fausses mises à jour. Quand il les installera, je pourrai prendre le contrôle total de son ordinateur. Il ne se rendra compte de rien. Quand j'ai commencé à pirater des ordinateurs, on n'avait pas accès à tous ces outils. Il fallait développer soi-même tous les programmes. Les systèmes étaient moins sécurisés parce que personne ne se rendait compte des risques encourus. Mais aujourd'hui, on dispose de dizaines d'outils que n'importe quel collégien n'a qu'à télécharger pour pénétrer des systèmes informatiques. Une arnaque similaire est à la base d'une fraude bancaire. Ces images de vidéosurveillance filmées dans une succursale de la banque Westpac à Sydney en décembre 2014 montrent 2 hommes en train d'ouvrir un compte. Ils font partie d'une organisation criminelle et ont donné une fausse identité. That's both of them. They're actually producing the false driver's license, which is pretty good, high quality. L'organisation criminelle pour laquelle il travaille a obtenu les informations personnelles de passants qui se sont connectés à un réseau Wi-Fi gratuit. Arthur Katsogiannis, le chef de la police de Nouvelle-Galles du Sud, supervisait l'unité spéciale qui a fait tomber l'organisation.
Parmi les techniques et les méthodes employées par cette organisation, il y a l'utilisation de logiciels malveillants qui sont introduits sur l'ordinateur personnel de la victime pour lui voler ses données personnelles et ses comptes bancaires. Ils prennent ensuite le contrôle du smartphone de la victime pour contourner le système d'authentification forte. Il ne leur reste plus qu'à embaucher des mules, des étudiants venus du monde entier ou simplement des étrangers pour aller dans une banque et ouvrir un compte frauduleux. Prendre aussi l'identité de la victime et vider le compte en quelques jours. C'est aussi simple que ça. La police a arrêté plus de 50 personnes impliquées dans cette affaire et qui ont dérobé plus de 6 millions de dollars. Les cybercrimes représentent l'un des plus grands défis de notre siècle pour les forces de l'ordre. Maintenant, les criminels n'ont plus forcément une arme à feu et une cagoule pour dissimuler leur identité. C'est bien plus rentable et plus facile de pirater un ordinateur depuis son salon en bénéficiant de l'anonymat offert par Internet et de flouer la banque de millions de dollars. Les criminels ont réalisé que la cybercriminalité était la prochaine étape au tout début du millénaire. Ils ont donc plus de 15 ans d'expérience. Ils ont compris que ça ne coûtait pas grand-chose, que les risques de se faire prendre étaient minimes et qu'il suffisait de voler des petites sommes à de nombreuses personnes pour accumuler beaucoup. Voilà ce qui s'est passé au cours des 10 ou 15 dernières années. Nous avons tous, moi y compris, les entreprises et même les gouvernements décidaient que des choses que nous gardions dans des tiroirs, des portefeuilles ou parfois même des coffres-forts seraient parfaitement à l'abri dans nos téléphones ou dans ce qu'on appelle le cloud. Et nous avons fait ça sans nous soucier des risques que nous prenions en mettant ces précieuses données personnelles ou gouvernementales dans des endroits qui ne sont pas aussi sûrs que dans le monde physique. La plupart des utilisateurs ne se rendent pas compte que tout appareil connecté à Internet est une cible potentielle. Il y a quelques semaines, un site listait des milliers de disques durs personnels connectés au web. Environ 400 d'entre eux appartenaient à des entreprises ou à des citoyens australiens. Surtout, la plupart n'étaient pas sécurisés et les fichiers étaient accessibles directement en ligne. Je suis en train de consulter les fichiers d'un internaute qui habite dans le nord-ouest de Sydney. Je vois tous ces fichiers, des papiers d'assurance, des informations sur ses clients. Salut Matthew, ici Linton Besser, journaliste. Comment allez-vous? Nous avons pris contact avec le propriétaire du disque dur, Matthew Edwards, qui est ingénieur en télécommunications. On monte en voiture et on passe vous voir. À plus tard. C'est ici que vous travaillez? C'est ça. Matthew s'est montré très inquiet quand nous lui avons révélé avoir consulté le disque dur sur lequel étaient conservées ses données. Quand on vous a contacté, qu'est-ce que ça vous a fait? Je n'étais pas très content, c'était dingue. Au début, j'ai cru à une sorte de canular. Est-ce que vous gardez des informations sensibles sur ce disque? Oui, mes données personnelles. Ce sont tous mes devis. Tous les devis que j'ai faits pour ma nouvelle entreprise. Il ne faut pas que ça devienne public. Ça montre à quel point c'est facile de prendre des risques vis-à-vis de la cybersécurité. On installe chez soi des systèmes informatiques sans forcément penser aux dangers que ça peut représenter. Les gens qu'on a contactés étaient horrifiés. Ils ne se doutaient de rien. Malheureusement, c'est la puissance d'Internet. C'est formidable pour l'économie et pour les entreprises, mais c'est aussi très pratique pour les malfaiteurs. Tim Wellsmore est un ancien responsable de la cybersécurité au sein du gouvernement australien. D'après lui, les particuliers ne sont pas les seuls à devoir s'inquiéter. Les gouvernements et les entreprises australiennes sont attaqués sans relâche. Les piratages sont si fréquents
qu'il existe des marchés noirs dissimulés dans les bas-fonds d'Internet où s'achète l'accès à des serveurs piratés. Et l'accès à ces serveurs piratés peut s'acheter pour 5, 10 ou 20 $ selon le lieu où il se trouve et le type de système. C'est sidérant. Malheureusement, c'est une économie de marché. Et le fait que le prix d'un système compromis soit de seulement 5 $ en dit long sur l'état de la cybersécurité aujourd'hui. Cette année, le spécialiste de l'antivirus Kaspersky a publié un rapport signalant un très grand nombre de serveurs piratés dans le monde entier, dont les identifiants et mots de passe étaient en vente sur Internet. Le développeur a également identifié 170 000 ordinateurs suspects appartenant à des entreprises, des collectivités locales, des cabinets d'avocats et des écoles. Ces ordinateurs peuvent ensuite servir à lancer des attaques par déni de service. Le principe est de submerger un site Internet par des demandes d'accès artificielles, comme on sature un standard téléphonique. Sur le Darknet, on peut acheter beaucoup d'ordinateurs piratés qui attendent sagement d'être utilisés pour commettre des attaques. Le marché se porte très bien. Pour lancer une attaque, les criminels n'utilisent jamais leur ordinateur personnel, mais ceux de personnes insoupçonnables. Et malheureusement, il y a des milliers de terminaux et de serveurs disponibles. I would like to firstly apologize again to the inconvenience that has been caused for many Australians. Les institutions australiennes ont été prises au dépourvu par des cyberattaques rudimentaires, comme par exemple la débâcle du dernier recensement. The ABS took the early prudent precaution of taking the system down around 7:45 last night to be assured of the integrity of the data. Confrontés à une attaque par déni de service de petite envergure, les autorités n'ont pas su réagir et, prises par la panique, ont purement et simplement déconnecté le site de recensement. Cette attaque par déni de service était facile à prévoir. Elle n'était pas très violente et pas très sophistiquée. Elle n'aurait pas fait beaucoup de dégâts. L'enchaînement des événements qui a pourtant conduit le bureau de recensement à fermer le site aurait pu être prédit ou prévenu. Alastair McGibbon est le conseiller en cybersécurité du Premier ministre. Son rôle est de mettre en place une stratégie ambitieuse afin de protéger l'Australie des cybermenaces. Le gouvernement prend ces questions très au sérieux. Le lancement de la stratégie de cybersécurité est le point de départ d'une nouvelle ère de la protection en ligne en Australie et marque une augmentation de nos capacités. Well, good morning and thank you very much, Jennifer. My friends, the Internet is the most transformative piece of infrastructure ever created. Pourtant, en annonçant le lancement du programme, le Premier ministre a fait un aveu remarquable. The Bureau of Meteorology suffered a significant cyber intrusion, which was first discovered early last year. And the Department of Parliamentary Services. C'est la première fois que l'Australie reconnaissait officiellement qu'une agence gouvernementale avait été la cible d'une cyberattaque sophistiquée. Le gouvernement ne l'a pas annoncé publiquement, mais des sources proches des services de renseignement nous ont confirmé que la Chine était derrière ces attaques, ce que Pékin continue pourtant de nier. Il semblerait que la véritable cible de la Chine était l'organisation australienne du renseignement géospatial, qui fournit des images satellites pour les opérations militaires sensibles, et qui gère un système radar dernier cri utilisé par l'armée de l'air. Je pense que ceux qui souhaitent pirater un système cherchent toujours à passer par des voies détournées et donc faire appel à une tierce partie au besoin. C'est ce qui s'est passé dans le cas du recensement ? Je ne sais pas. Je ne connais pas les motivations des responsables de cette attaque. L'Australie dispose de nombreuses agences gouvernementales qui intéressent la Chine et d'autres États, en particulier le Bureau de météorologie, ou encore, bien sûr, l'agence géospatiale qui a été prise pour cible. Elles détiennent des informations dont d'autres nations pourraient tirer bénéfice.
L'Australie, comme les États-Unis et d'autres nations alliées, doivent protéger leurs renseignements. Ce dont on est en train de parler correspond parfaitement à la définition même de l'espionnage. Et nous ne devons pas tolérer cette forme d'espionnage. Quand nos citoyens se rendent coupables d'espionnage, nous les poursuivons en justice. Nous devons faire la même chose avec les autres nations. Il a été révélé que d'autres agences gouvernementales avaient été piratées. Par exemple, la Commission australienne du commerce a été la cible de cyberattaques d'envergure. Il y a plusieurs années, des réseaux informatiques de l'Organisation des technologies et de sciences de défense ont été piratés par les services de renseignement chinois. Il semble logique que les nations soient intéressées par le domaine de la science militaire. Et les agences spécialisées dans ces domaines ont pris conscience du fait qu'il fallait sécuriser leurs données. Le gouvernement australien sait qu'il a le devoir de les protéger, qu'il doit rester à la pointe et qu'il doit toujours avoir une longueur d'avance sur les différentes menaces de cet environnement mouvant. C'est ici, au cœur de l'ASD, le directoire australien pour l'analyse et la protection des signaux, que se joue la protection de nos données les plus sensibles. Mais ce qui inquiète le plus les spécialistes comme Alastair McGibbon, c'est lorsque des nations prennent pour cible des particuliers et des entreprises. Nous pensons qu'Internet doit être libre et ouvert. Cela signifie qu'un État ne peut pas utiliser, entre guillemets, sa puissance de feu en ligne pour porter préjudice à la propriété intellectuelle ou la santé économique d'un individu. C'est pourtant quelque chose que la Chine a fait de manière répétée à des entreprises australiennes. Ça ne sert à rien de pointer du doigt une nation en particulier. Avant d'être racheté, Newsat était le plus grand spécialiste du satellite en Australie. L'entreprise faisait transiter les données sensibles de compagnies pétrolières ou minières, ou encore de l'armée. Son joyau était un satellite dernier cri de 5 tonnes appelé Jabiru 1, qui devait être mis en orbite au-dessus de l'Asie. Daryl Peter, l'ancien responsable informatique de l'entreprise, affirme que le satellite conçu par Lockheed Martin a été pris pour cible par des espions chinois. On avait l'intention de construire un satellite ambitieux. Et les plans de conception du Jabiru étaient une cible de choix. Certains pays n'ont pas les moyens de concevoir ce genre de technologie. Donc il est très avantageux pour eux de mettre la main sur des plans secrets. Lors d'une réunion d'urgence à l'initiative de l'ASD, Daryl Peter a appris que l'entreprise avait été piratée par des hackers étrangers. Ils se baladaient dans notre réseau depuis longtemps. 2 ans peut-être. On nous a dit qu'ils étaient infiltrés si profondément que c'était comme s'ils surveillaient chacun de nos gestes. Donc Newsat avait été piraté. Et pas par des adolescents depuis leur cave, non, pas du tout. Il s'agissait d'un groupe de hackers très bien financé, organisé et professionnel. C'était une attaque très sérieuse. Selon l'ancien directeur financier de Newsat, Michael Ewins, le département informatique a découvert que le réseau était trop infiltré pour lancer le satellite sans opérer des changements en profondeur. Ils nous ont dit quelque chose du genre « Je ne me souviens plus des mots exacts. Vous êtes des guignols, vous n'avez pas pris nos avertissements au sérieux. Votre réseau est le réseau le plus corrompu qu'on a jamais vu. Point. » Ils nous ont dit qu'on était des bons à rien. Comme ça venait d'eux, ça m'a fait peur. Évidemment, de nombreuses organisations gouvernementales sont parfois piratées. Mais là, ils affirmaient que Newsat, une entreprise petite en comparaison, possédait le pire système qu'ils avaient rencontré. J'ai compris que ce serait dur de réparer ça. Ce processus a été très éprouvant parce qu'on découvrait chaque jour un nouveau problème. C'était bizarre, on n'avait rien vu venir et là, tout à coup, on ouvrait la porte et c'était dingue. Comme ouvrir la boîte de Pandore. À mesure que l'enquête avance avec le concours de l'agence australienne du cyberespionnage, Daryl Peter découvre qui est derrière l'attaque. Avec les outils de sécurité spécialisés dont on disposait, on a pu déterminer l'origine des attaques, et la majorité d'entre elles provenaient de Chine.
Et quelle a été la position de l'ASD? Ils ont noté l'information, mais ils n'ont pas été très surpris. Pas très surpris. La Chine a tendance à cibler des organisations gouvernementales ou des agences. Plusieurs attaques provenant de Chine ont été révélées publiquement d'ailleurs. Ce qui m'inquiète, et ce qui devrait inquiéter les Australiens, ce n'est pas que les Chinois attaquent les gouvernements australiens ou américains. Nos gouvernements devraient être en mesure de nous protéger. On ne peut pas en vouloir à la Chine, mais à nous-mêmes, si on se fait voler des secrets. Le combat est déséquilibré si la Chine, un État, s'en prend à des petites entreprises privées en Australie. Et si la Chine fait ça, ce n'est pas pour des raisons de sécurité nationale, mais pour prendre l'avantage sur une autre nation d'un point de vue économique et industriel. Être attaqué par des hackers chinois, financés par l'État, avec beaucoup de moyens et de ressources quand on est une petite entreprise d'ingénieurs informaticiens, ce n'est pas très équitable. On n'avait pas les compétences nécessaires pour réagir. Dimitri Alperovitch, un des experts en cybersécurité les plus respectés au monde. Selon lui, l'Australie n'a pas suffisamment mis en garde l'industrie contre la menace des hackers. En réalité, le gouvernement australien avait connaissance de toutes ces activités, mais il a refusé d'en parler, de le reconnaître publiquement et de sensibiliser le public à cette menace. On a le sentiment qu'il y a une sorte de laisser-aller dans ce secteur parce que les gens n'ont pas compris que même en Australie, on peut être pris pour cible. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Australie. Elle a de très bonnes raisons de faire de l'espionnage industriel par le biais du piratage, de dérober des secrets industriels, d'essayer de prendre l'avantage avec des négociations commerciales. Ça arrive tout le temps et rien n'est fait, ou presque. Je vous rappelle que le Premier ministre n'a annoncé que très récemment le piratage du bureau de météorologie et celui du réseau du Parlement. C'était quand même un très grand pas en avant, parce qu'il s'agit d'un milieu particulièrement opaque. Et il faut nous donner du temps maintenant pour déterminer quelles informations nous pouvons communiquer et comment les communiquer pour sensibiliser les personnes concernées. En avril, l'entreprise fondée par Dimitri Alperovitch a été contactée par le Parti démocrate américain qui craignait que ses réseaux informatiques aient été piratés. Son équipe a alors fait des découvertes inquiétantes. Mon collègue m'a dit « Regarde, c'est incroyable ». J'ai regardé et j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait aucun doute possible. On a trouvé des gros poissons, des personnages affiliés au service secret russe, dont l'un faisait spécifiquement partie du GRU, le bras armé des services de renseignement russes. L'entreprise met alors au jour une campagne d'espionnage à l'encontre d'un parti politique américain. La dernière opération de mise sur écoute du Parti démocrate américain remonte à 1972. 45 ans après l'affaire du Watergate, les démocrates ont à nouveau été piratés. The Russians, and according to the reporting, who did this hacking were most likely in the employment of the Russian government. US Democrats are in disarray after a damaging email leak. 3 mois après la découverte des faits, des emails compromettants pour le Parti démocrate sont apparus sur Wikileaks et ont entraîné la démission de 2 cadres du parti. Si les services secrets russes sont responsables, et la majorité des preuves indiquent que c'est le cas, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'un parti politique américain important ait été pris pour cible. Je veux être très clair sur ce point. En revanche, ce qui est vraiment remarquable, c'est que les Russes ont fait plus que les espionner. Ils se sont servis de ces informations, et le mot que je vais prononcer est important, comme d'une arme, en les rendant publics sur Wikileaks, et ce, afin de perturber le processus démocratique des États-Unis. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est inédit. Ce sont pourtant les États-Unis et non la Russie
qui sont derrière la cyberattaque la plus dévastatrice de l'histoire informatique. Le virus Stuxnet était un programme hautement dangereux lancé il y a 10 ans contre le programme iranien d'enrichissement de l'uranium. En provoquant la rotation incontrôlée des centrifugeuses de la centrale de Natanz, le programme en a détruit des centaines avant que leurs opérateurs ne se rendent compte de quoi que ce soit. Stuxnet était un code destructeur que les États-Unis auraient développé en collaboration avec Israël. C'était un logiciel malveillant, développé par le gouvernement et qui ciblait l'Iran. Son impact était concret. L'attaque a provoqué des dégâts matériels. Stuxnet est le point de départ de la cyberguerre du futur. Certains ouvrages affirment qu'il s'agit du premier cas documenté de guerre cybernétique. Ce serait la première cyberguerre. C'était un modèle et il a été reproduit. D'autres l'ont copié ensuite. Un État a utilisé une arme faite de 0 et de 1 durant une période de paix afin de détruire ce qu'une autre nation considérait comme une infrastructure critique. Mais même moi, qui considérais que cette destruction était absolument positive et justifiée, je suis d'accord pour dire que c'est très grave. Comme je le dis souvent, c'est comme une légion qui franchit le Rubicon. C'est même une légion qui est sur l'autre berge. C'était la première fois de l'histoire humaine. Et tout le monde sait que notre espèce n'est pas du genre à remettre une arme dans son fourreau une fois qu'elle a été utilisée. Général Hayden, est-ce que Stuxnet était une opération menée par le gouvernement américain? On me pose souvent cette question. Étant donné les responsabilités que j'ai exercées, il serait irresponsable de ma part de faire des conjectures sur l'identité de ceux qui en sont à l'origine. Les cyberarmes comme Stuxnet exploitent des failles logicielles ou des vulnérabilités qui permettent aux hackers d'accéder à des données sensibles. Dans le jargon des pirates informatiques, on appelle ça des vulnérabilités jour zéro. Il s'agit d'une faille qui a été identifiée et dont personne d'autre ne connaît l'existence. Peut-être qu'un autre ingénieur l'a découverte, mais en tout cas, il ne l'a pas signalée aux développeurs du programme vulnérable. Microsoft, Apple, Cisco ou n'importe quel grand nom. La personne qui lance l'attaque peut donc exploiter cette faille en toute impunité pour pirater le système. Une vulnérabilité jour zéro, ou Zero Day, a été découverte, mais n'a pas été rendue publique ou signalée aux développeurs. Donc elle peut être utilisée comme une arme pour attaquer un système ou mettre un pied dans la porte. Les Zero Days sont fréquentes dans les grands logiciels et elles ont une grande valeur marchande. Certains font le commerce de ces failles, qui servent à pirater les grandes entreprises et les gouvernements du monde entier. C'est un marché obscur et la plupart des transactions se font dans l'ombre. Certains estiment qu'il se trame en secret une nouvelle course à l'armement, dans laquelle personne ne sait qui achète quelle faille, ni pour le compte de quelle entité. Sur Internet, certains prix sont exorbitants. On parle parfois de centaines de milliers de dollars, voire d'1 million de dollars. Je ne sais pas qui peut payer ce genre de somme, mais ces failles sont bien à vendre sur le Darknet, par exemple. Donc il y a une demande. Et si elles sont vendues à ce prix-là, c'est que quelqu'un les achète à ce prix-là. L'entreprise Zerodium affiche sa liste de prix pour les failles Zero Day. Celles qui permettent de pirater l'iOS, le système d'exploitation des téléphones Apple, coûtent 500 000 $. Un courtier en faille Zero Day est à l'affût des hackers qui découvrent des vulnérabilités non signalées dans les systèmes. Il arrange un accord commercial entre le hacker, qui a découvert la faille, et l'acheteur, en général un gouvernement. Kevin Mitnick est hacker de renom. Il exerce aussi la profession de courtier.
Mais ils préfèrent éviter le sujet. J'ai remarqué sur votre site que vos acheteurs sont des pays ou des corporations. Je ne peux pas en parler, désolé. Comment pouvez-vous être sûr de l'identité de vos clients? Je ne peux pas parler de ça. Est-ce que vous êtes sûr à 100% que rien de ce que vous avez vendu n'est tombé entre de mauvaises mains? Ce dont je suis sûr à 100%, c'est que je ne peux pas vous en parler. Now, while cybersecurity measures sit at the forefront of our response to cyber threats, defensive measures may not always be adequate to respond. Ce n'est que très récemment que les Australiens ont appris que leur pays était engagé dans une cyberguerre. An offensive cyber capability, housed in the Australian Signals Directorate, provides another option for government to respond. Ces cybercapacités offensives dont parle le Premier ministre australien sont des failles zéro day utilisées par l'Agence nationale de cyberespionnage contre les nations ennemies. Quand on parle de capacités offensives, on parle d'opérations très spécifiques, taillées sur mesure. Il ne s'agit pas d'immenses vulnérabilités qui pourraient tous nous porter préjudice et que le gouvernement australien n'exploite pas. Ce ne serait pas moral. On ne le fait pas et on ne devrait pas le faire. Il faut accepter que, comme n'importe quel pays avancé, l'Australie développe les capacités de défense et les armes dont elle a besoin dans le cyberespace. La plupart des pays développés considèrent désormais le cyberespace comme un autre domaine militaire, au même titre que la terre, l'air et la mer. Okay, let's start looking at these targets. What have we got? 2 targets, water tower and the power station. Les soldats australiens du 21e siècle qui se préparent à la cyberguerre s'entraînent ici, à l'Académie militaire des forces défensives à Canberra. Initiating scan. Scan complete, chopping across the database. So we've got some options on that first host. Let's start there. Pete, that first host on the perimeter. Okay, let's try and get into that. Okay, so once we've got this foothold, I want you to do a scan on the DMZ for the pivot. So let's start that scan again. Initiating scan. Great, let's get into it. Deux équipes rivales s'affrontent. L'une doit attaquer et essayer de couper le courant dans une ville adverse imaginaire. L'autre équipe doit défendre la ville. Target 1's offline. Good job. Keep watching it. Okay, exploit 6. Right, okay, take out the power grid. Okay, red team, power grid's going down. What I want you to look at now, do as much damage as you can. We probably don't have very long till we get kicked out. Okay, we're starting to lose this one. We're teaching them how to defend. On leur apprend à défendre les réseaux et les infrastructures critiques. Et on leur enseigne ce que nos ennemis pourraient lancer comme cyberattaques. Ainsi, quand ils seront sur le terrain, ils seront en mesure de reconnaître ce type d'attaque et surtout de réagir. L'équipe rouge a réussi à faire céder un réservoir d'eau, couper le courant et plonger la ville dans le noir. Okay, that's it. We're out. Good work, guys. Great job. Ce n'est pas un scénario si farfelu. En décembre 2016, une gigantesque coupure d'électricité en Ukraine occidentale a été imputée à une cyberattaque lancée depuis la Russie. Nous sommes à l'ère industrielle et les réseaux électriques ont toujours été considérés comme des cibles militaires légitimes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on bombardait les installations électriques de nos ennemis. Maintenant, on est capable de mettre hors circuit des infrastructures entières avec une cyberattaque. On a déjà vu que des installations d'eau ou d'électricité ont été prises pour cible dans certaines régions du globe. Il ne faut pas penser que l'Australie sera épargnée. Le gouvernement australien travaille en partenariat avec ses alliés, sensibilise les responsables de ces installations critiques et leur enseigne comment sécuriser des systèmes industriels afin de réduire le risque de piratage. Étant donné la taille des réseaux en question, leur étendue et le fait qu'ils soient en perpétuelle mutation, c'est un peu comme le rocher de Sisyphe. La tâche semble presque impossible.
À Las Vegas, la conférence des hackers prend fin avec un événement qui fera date dans l'histoire de la cybersécurité. Welcome everyone to the first ever fully automated cybersecurity automated competition, the Cyber Grand Challenge. Sous l'égide du Pentagone, une nouvelle compétition de hacking promet de révolutionner le domaine. Doing serious science, the winning team will take home the top prize of $2 million. We now have 7 finalists who will compete here today using automated systems designed to hunt for vulnerabilities and search for weaknesses on competitors' systems. Cette équipe de développeurs a conçu un programme d'intelligence artificielle qui pourrait propulser la cyberguerre vers de nouveaux horizons. Ils l'ont baptisé Mayhem, traduction chaos. À l'heure actuelle, la plupart des mécanismes de sécurité s'appuient sur un ingénieur et son clavier. C'est trop lent. Donc ils ont créé le grand défi. Est-ce qu'il est possible de créer un programme d'attaque et de défense entièrement automatisé? C'est l'enjeu de cette semaine. C'est tout l'enjeu de ce défi. Peut-on concevoir des robots informatiques qui seront capables à la fois de pirater des systèmes ennemis et de nous protéger des piratages? See what's going on. Let's progress the game. It looks like, again, it's still a very close game. All right, so Mayhem and Rubius are battling for the lead, and it looks. Ces machines sont en train de lancer des cyberattaques les unes contre les autres, sans aucune intervention humaine. In this next scoreboard 7, we will actually see Mayhem overtake Rubius to take first place. All right, let's see scoreboard 7. What is that coming all at? I'm excited here. And now the winner of the DARPA Cyber Grand Challenge for All Secure and their bot Mayhem. Sous certains aspects, la technologie nous a rapprochés, mais elle nous a également rendus vulnérables et nous commençons à peine à découvrir les dangers qui nous menacent. Internet n'a pas été conçu comme un système sécurisé. Donc, nous nous battons dans un espace qui est par définition impossible à défendre. On se rend compte que nous, simples êtres humains, avons créé des systèmes informatiques en trop grand nombre et trop rapidement pour être en mesure de les sécuriser nous-mêmes.